Chez nous, ça sent la soupe et le bébé dormant. Alors bonjour à toutes, à tous. Déjà, je voudrais commencer par remercier la synagogue Ohel Emmanuel de nous recevoir, de Natania. Baruch Hashem, on arrive à faire de très bonnes rencontres ici, à faire de très bons cours, à faire même des consultations. Et puis je vous remercie à vous d'être venus, de vous être déplacés. J'espère que ce cours vous apportera quelques éclaircissements sur justement le couple et les conflits du couple. Alors j'ai choisi d'aborder les conflits parce que, en fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, le couple en lui-même, on n'a pas toujours la solution, c'est-à-dire que on nous apprend beaucoup de choses à l'école, on nous apprend la géographie, l'histoire du pays, on nous apprend la langue, on nous apprend les mathématiques, attention, surtout chez nous, les mathématiques, c'est la valeur suprême, il faut absolument le connaître. On nous apprend le métier, mais qui nous apprend vraiment, d'abord évidemment à exister et à coexister avec notre conjoint? Alors ceux qui sont assez, on va dire, réveillés là-dessus vont commencer à se renseigner, vont peut-être lire des livres, vont aller écouter des cours peut-être. Mais ceux qui n'ont même pas conscience qu'on doit apprendre sont bien embêtés parce qu'ils n'ont pas de mode d'emploi et se retrouvent perdus. Et surtout dans un couple, un couple donc c'est une interaction entre deux personnes. Et on va apprendre à vivre ensemble. En général, quand on se marie, on prend l'engagement de vivre ensemble pour toute une vie. Et on ne sait pas toujours comment s'en sortir. Et en fait, on s'aperçoit que le conflit va être un moment clé dans notre vie de couple. Parce que selon notre façon de gérer ce conflit, selon notre façon de nous en sortir ou pas, on va s'enliser dans certains soucis ou pas. Ou alors on va réussir justement à reconstruire quelque chose, à apprendre à se connaître. Parce que oui, le conflit peut devenir quelque chose de positif, bien qu'on ait l'impression que si, pour certains, quand on s'affronte, ça veut dire tout de suite ils m'aiment plus. C'est que on va divorcer, ou il y a un bouleversement intérieur qui se fait, donc on n'a pas l'habitude. Au niveau émotionnel, c'est très difficile à vivre. Donc on abandonne aussi. On va le voir ensuite. Et ça peut être dangereux pour le couple. Donc on va, j'espère en tout cas ici, voir dans ce cours, voir les mécanismes du conflit, comment on en sort, comment on le résout et comment on le rend positif pour chacun d'entre nous et puis par voie d'extension pour notre univers familial, puisque notre couple n'implique pas que nous, il implique bien sûr nos enfants si on en a, mais il implique aussi nos parents et les beaux-parents, et ainsi de suite. Quand un couple va mal, c'est toutes les cellules autour de nous qui vont mal. Donc voilà. Maintenant, alors déjà, conflit, j'ai trouvé intéressant de parler de étymologiquement ce qui signifie. Il vient du mot latin confligere, qui signifie lutter. Alors c'est quand même paradoxal de se marier avec quelqu'un et puis de se dire on va lutter, c'est même pas qu'on va lutter ensemble encore, ça c'est joli, on va lutter pour la vie, c'est sympathique, mais on va lutter ensemble l'un contre l'autre. On ne s'est pas marié pour ça pourtant, comment c'est possible maintenant qu'on arrive à la phase où on va lutter? Alors on dit conflit, on ne dit pas par exemple débat. Pourquoi? Parce que en fait, le conflit, ça suppose qu'on ne va pas prendre en compte la position de la partie adverse. On va prendre en compte que ce que l'on pense. On va imposer sa volonté par rapport à l'autre. Alors évidemment, c'est bien le contraire de ce qu'on doit faire quand on est censé être amoureux, être dans un état de fusion. Alors il faut comprendre une chose aussi, c'est que dans un couple, on a plusieurs étapes. Alors on a la première étape, premières années en principe du mariage, c'est pas pour tout le monde pareil, il y en a aussi où c'est très violent dès le début, mais en général, on a un état fusionnel, c'est-à-dire qu'on est amoureux. Alors c'est pas forcément au début du mariage, ça peut être même avant de se marier, justement quand on prend la décision de se marier, c'est parce que on est dans un état fusionnel, on ne fait plus de distinction entre lui et moi c'est un, on est complètement fondus l'un dans l'autre, on a trouvé le grand amour, il nous écoute, on a entendu, tout va bien. Mais en fait, malheureusement, cet état amoureux, on ne peut pas le garder toute notre vie. Donc il y a un moment, c'est le moment de désillusion, on sort de cet état fusionnel et on doit retrouver sa place à chacun et là, construire la véritable histoire d'amour, construire la véritable histoire du couple et donc trouver notre place au sein de ce couple-là. Et donc on va construire une relation.
Et c'est là que les conflits peuvent vraiment commencer à exister. Donc c'est là qu'il est important de savoir comment on en sort. Alors, un conflit, donc on va être forcément en désaccord. Il y a quelque chose qui va nous réveiller, quelque chose qui va se passer à l'intérieur de nous, on ne comprend pas pourquoi, peut-être, voilà, il va y avoir une réaction agressive de la part d'un des deux. Alors, il va falloir comprendre pourquoi, à ce moment-là, il a été agressif et pourquoi moi, j'ai tout de suite répondu. Et forcément, selon l'attitude que l'on va prendre face à ce conflit, on va soit aggraver la situation, soit la temporiser et la planir. Alors, il y a 4 façons de réagir, 4 attitudes possibles face à un conflit. Il y a la fuite, qui est très difficile à vivre, puisqu'effectivement, la fuite, c'est c'est-à-dire que la personne arrive, par exemple, tout de suite, elle s'attaque à la deuxième. Et la deuxième, pour différentes raisons, va tout de suite parle toujours, cause toujours, tu m'intéresses. Elle va se renfermer à l'intérieur d'elle-même. Et puis alors l'autre, qu'est-ce qui va se passer chez l'autre? Évidemment, elle va s'exciter encore plus, elle va s'énerver encore plus. Elle peut même en arriver aux insultes, ça peut aller très très loin. Parce qu'en fait, l'autre a l'impression qu'elle s'adresse à un mur. Elle a l'impression qu'on ne l'entend pas. Donc ça va augmenter le décibel. Et au lieu de le rapprocher, ça va l'éloigner. Et donc là, souvent, évidemment, c'est très mauvais. C'est une réaction à bannir, mais c'est pas toujours simple parce qu'effectivement, quand on prend la fuite, c'est simplement pour différentes raisons. Peut-être que dans notre passé, ça fait résonance à quelque chose de très douloureux. On a entendu nous-mêmes des cris quand on était enfant. Et quand là, on entend des cris qui sont peut-être justifiés. Peut-être que j'ai réellement fait du mal ou peut-être que j'ai vraiment causé du tort à l'autre. Mais je ne peux pas entendre des cris parce que les cris font résonance avec quelque chose de tellement douloureux pour moi. Quand j'étais enfant et qu'on me criait, je me bouchais les oreilles, ou je savais qu'après j'allais recevoir ma fessée, ou je savais qu'après j'allais être enfermée dans une chambre, ainsi de suite. Donc maintenant, je fuis, je ne supporte pas, je ne suis même pas en mesure de supporter. Je n'ai plus cette capacité. Donc on verra ensuite comment on en sort. Il y a la deuxième attitude, ça va être la soumission ou la résignation. Ah bah ça y est, il se met à crier, il se met à s'énerver, j'abandonne, il a raison. Tout ce qu'il dit, il a raison. Et là, pourquoi c'est dangereux? Parce qu'en réalité, on s'étouffe. C'est-à-dire qu'on se comprime à l'intérieur de nous tous nos sentiments, parce qu'évidemment, quand quelqu'un nous agresse, il n'est pas toujours possible de rester positif, et on ne va pas dire oui, amen, continue, c'est pas, en général pas possible. Donc, humainement parlant, c'est une agression. Donc, face à une agression de se soumettre, ça veut dire qu'on s'étouffe, ça veut dire qu'on se comprime, ça veut dire qu'on garde des sentiments mauvais à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on va, à l'intérieur de nous, entretenir une colère qui va devenir une rancune, parce qu'en fait, la rancune, c'est l'accumulation de plusieurs colères. Et en fait, pour tout vous dire, c'est évidemment très mauvais au niveau psychique, mais c'est aussi très mauvais au niveau du corps. Parce que le mal-être physique exprime en réalité le mal-être qu'on ressent au niveau psychologique. Donc si on a préféré se soumettre par peur du conflit, tout simplement, parce que très souvent, on a peur de perdre l'autre en face de nous. Donc on se dit que si jamais on va répondre, ou si jamais on va commencer à montrer qu'on n'est pas d'accord, il va nous abandonner. Peut-être parce que nous-mêmes, on a eu un abandon, encore une fois, on en parlera ensuite. Alors, on préfère se taire et garder à l'intérieur. Mais le conflit est toujours là, il est en sommeil, il veille, et un jour, il peut exploser et beaucoup plus fort. Et ça peut être très mauvais pour le couple. Et en réalité, c'est déjà mauvais même au quotidien, parce que si pour l'instant, le conflit s'est tu, donc la deuxième personne a pensé qu'on l'avait quand même entendu, il va de toute façon utiliser le même langage, donc il va toujours continuer à être agressif. Et nous, on va continuer à accumuler de la colère sans que l'autre ne se doute de rien. Et donc, ça va faire un effet boule de neige, évidemment, et petit à petit, on accumule. Celui qui prend sur lui va accumuler. Et le jour où il explose, il n'y a plus rien on aura beau essayer peut-être de le ramener ou de s'excuser, ce sera trop tard. Mais on n'a pas donné à l'occasion, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on n'a pas donné à l'occasion au conjoint de s'excuser en temps voulu, puisqu'on n'a rien osé dire à ce moment-là. Donc finalement, on va projeter sur lui énormément de rage et de colère, que évidemment, à la base, c'est lui le déclencheur par son comportement agressif, mais il n'est pas la cause de tous les maux non plus, puisque l'autre a accumulé pendant trop de temps, pendant trop d'années. Donc ça a donné une boule compacte
que pour rendre plus souple et plus légère, ça va être énormément de travail. Et on n'y est pas toujours prêt, surtout quand on est dans cet état. Et sans oublier que, surtout à l'époque, quand évidemment le divorce n'existait pas forcément ou que ça se faisait beaucoup moins qu'à notre génération, les femmes comprimaient énormément à l'intérieur d'elles. Alors je parle des femmes, peut-être les hommes aussi, mais j'ai beaucoup plus rencontré malheureusement de femmes dans cette situation. Mais je n'exclus pas les hommes. Ils ont comprimé tellement d'émotions qu'à la fin, ce sont devenues des femmes aigries, amères, qui n'aiment plus la vie, qui sont un petit peu... qui ont un comportement presque dépressif, qui sont mal dans leur peau. Et il faut comprendre que c'est très mauvais, non seulement pour elles, mais encore une fois, ça n'implique pas qu'elles, ça implique les enfants, les petits-enfants, c'est un héritage qui va se transmettre. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire ce travail intérieur, de ne pas garder en nous d'émotions négatives, absolument pas. Et s'il y a des choses qu'on n'accepte pas, savoir le sortir. Alors on va apprendre comment le sortir, parce qu'effectivement, j'ai entendu souvent dire « Oui, non, mais vous les psychologues, vous dites toujours qu'il faut sortir les émotions, hein, mais moi, du coup, j'ai tout sorti, et ben tout m'a explosé à la figure, et puis ça allait très très loin. » Non. Le but n'est pas de tout faire exploser, bien sûr, et le but est de savoir, d'avoir des méthodes et des outils pour savoir comment parler, comment écouter l'autre, comment s'exprimer sans blesser l'autre, comment savoir avoir une réelle communication. Donc, quand on dit s'exprimer, parce qu'effectivement, dans un premier temps, il faut savoir évacuer, je vous dirai ensuite les solutions. Il y a aussi donc une autre façon de réagir, c'est la révolte. C'est-à-dire que dès que l'autre va nous agresser, on va tout de suite réagir. On ne va pas chercher à comprendre qui, quoi ou comment. On va tout de suite attaquer nous aussi. Et donc là, ça va être la guerre déclarée. Et j'en ai vu des couples qui malheureusement... en même temps, c'est à juste titre, dans le sens où quelque part, je survis, on m'attaque, je me défends. On est à la guerre, comme on dit. Oui, mais sauf que là, on est au sein d'un couple, qu'on est en pleine construction, qu'on est là pour se serrer les coudes pour l'éternité. Donc, c'est certainement pas le bon moyen que de se taper dessus toute la journée non plus et d'avoir un rapport de force. Parce qu'on tombe très, très, très facilement dans ce rapport de force, dans le rapport « j'ai raison, tu as tort ». Et ce que tu dis, de toute façon, ne compte pas puisque moi, ce que je dis est plus important ou plus logique ou plus ci ou plus ça. Alors, comment on fait pour sortir de toutes ces réactions? Déjà, il faut comprendre certaines choses. Quand il y a un conflit, d'abord, je vais vous donner, la réponse plus ou moins basique de l'événement. C'est-à-dire que quand on a un conflit, première chose à faire, quand quelqu'un nous agresse, d'abord que ce soit notre conjoint ou quelqu'un d'autre. Mais évidemment que notre conjoint, ça va beaucoup plus nous atteindre que quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent « Mais je comprends pas, je suis quelqu'un de très calme à la base. Il a réussi, lui, à me sortir de mes gonds. Personne ne le fait, personne. Je vous dis, c'est parce que lui, il est mauvais. Je le sais. Mais en fait, c'est pas parce qu'il est mauvais. C'est parce que vous êtes beaucoup plus impliqué émotionnellement avec votre conjoint. Et tant mieux. Ça veut dire que vous êtes dedans. Sinon, ce serait triste si vous disiez n'importe quoi et puis vous, ça vous laisserait de glace. Ben, il faut quand même... Là aussi, c'est un signal d'alarme. Là aussi, ça veut dire que vous vous êtes coupé émotionnellement de votre conjoint. Donc c'est bon signe qu'il vous sort de vos gonds, ça veut dire qu'il vous atteint, ça veut dire que vous tenez à lui, ça veut dire qu'il est capable de toucher votre sensibilité. Ça, ce sont des bons signes. Maintenant, quand il se met à être agressif, elle, l'un des deux parties se met à être agressif, à ce moment-là, il faut savoir bien réagir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, si un des deux parties est énervé, est en colère, ça ne va ne servir à rien de constructif de commencer à communiquer. Ça veut dire c'est pas là qu'on va venir, alors j'ai écouté un bon cours, maintenant j'ai décidé que tous les deux, on va communiquer, on va savoir se parler, nous sommes des adultes, nous ne sommes pas des enfants. Non, là ça ne sert à rien, ça va donner même l'effet inverse, il va encore plus t'énerver, toi avec tes psychologues, tu comprends rien, ça sert à rien. Et il a raison, on comprend rien. C'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord laisser la colère s'évacuer là aussi. Et savoir qu'au moment où quelqu'un est en colère, ce qu'il va dire, en fait, n'est pas forcément le fond de sa pensée, c'est exacerbé par des émotions négatives. Donc, ne pas donner de crédit à ses paroles à cet instant-là. Par contre, ça va savoir lui dire comment on apaise quelqu'un qui est en colère, quand il est vraiment énervé. Alors, d'abord, ne pas forcément le regarder dans les yeux, mais lui dire « Je comprends qu'il y a une raison X ou Y, et peut-être que moi aussi je me serais mise dans cet état, je comprends. Mais je pense que, c'est-à-dire valider sa souffrance, valider sa douleur, parce que quand on est en colère, en réalité, on exprime une douleur qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore canaliser en positif. Quand on canalise en positif, on sait dire
ça, je n'ai pas apprécié parce que ça m'a fait mal. D'accord ? Donc, quand on n'a pas appris à le dire, tout simplement, comme je vous ai dit au début, il n'y a pas d'école de communication encore. Bezrat Hashem, ça viendra, j'en suis sûre, parce que c'est obligatoire pour bien vivre. Mais quand on n'a pas d'école, on ne sait pas dire ces choses-là. Donc, on va avoir la première réaction, la plus naturelle, qui va nous mettre sous son emprise, la colère. Donc, nous, extérieurs, on doit au maximum se dire « ce n'est pas contre moi, il est en colère, on en parlera plus tard ». Mais pour l'instant, je dois valider ce qu'il me dit, c'est-à-dire je dois lui donner son espace. Je dois lui montrer que je suis à son écoute. Essayez vous-même un jour, si vous êtes en colère et que quelqu'un vous dit « je comprends ce que tu me dis, mais si tu veux bien, on en parle dans une petite heure. Une fois qu'on sera plus au calme, tu as tout à fait raison, moi aussi je tenais à aborder ce sujet, je suis d'accord avec toi, on en parle tout à l'heure. » Je ne dis pas que ça va tout réduire, mais ça va, oui, réduire peut-être même 30-40% de sa tension intérieure parce qu'au moins, il sentira qu'on lui a donné une valeur. Et on n'a pas cette tendance, c'est pas naturel, parce que quand on voit quelqu'un en colère, automatiquement, on va avoir cet automatisme de pensée ou de réaction, comme on a toujours eu, comme on a toujours été habitué, ou la fuite, ou la soumission, ou la révolte. Tout de suite, très souvent, c'est réaction. Tu m'en lances une, je t'en lance deux. Ah, tu m'en lances deux, je t'en lance quatre. Et là, on s'en sort pas. Et c'est là que ça peut devenir une guerre intérieure qui bouleverse toute la comment vous dire, la paix familiale. Et quand on est, je veux juste vous faire une petite parenthèse, quand on est dans cet état, vous le savez, j'imagine, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de réagir à ce moment-là ? Si on a tellement de mal à se calmer, il faut quand même se dire, est-ce que vraiment ça vaut la peine de tout gâcher ? Parce que cette confiance ou ce travail que j'ai donné pour qu'on s'entende bien au jour le jour, au quotidien, est-ce que ça vaut la peine qu'en 2 minutes, là, je réponds parce que vraiment, il m'a mis moi aussi hors de moi en me parlant comme ça. Mais est-ce que ça vaut la peine là que j'ouvre ma bouche, que je me mette moi aussi à crier, qu'on augmente le volume ? Après, je vais dire moi aussi des choses que je ne pense pas. Il va en rajouter lui aussi. Et après, une fois que les mots sont sortis, pour les rattraper, c'est une autre paire de manches. Donc à ce moment-là, il faut avoir ce langage-là et aussi se dire que quand on n'a pas de shalom à la maison, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'avec déjà l'entourage, la vie, c'est-à-dire la pression qu'on a à cette génération, enfin j'imagine que toutes les générations, mais cette génération où toute la société attend de nous. Il faut être performant sur tous les domaines. On doit être une maman attentionnée, calme, sympathique, qui fait les devoirs, que les enfants doivent avoir des super notes. Pour parler en dehors des enfants, même dans le travail, on doit être des femmes qui ont une super carrière, qui soient à la hauteur. Et puis attention, on doit être souriante. Je parle pour les femmes, mais en vérité, c'est valable pour les hommes. Si vous voulez, après, je vous le fais à l'envers. Faut être souriante, faut être sympathique. Pour l'homme, il doit ramener un salaire correct. Il doit montrer qu'il est performant, qu'il est utile, qu'il sait de quoi il parle, qu'il est sûr de lui. Et puis je dirais même que pour les hommes, c'est encore un autre problème parce que les hommes maintenant, avec les femmes qui travaillent, ils ne savent même plus où est sa place quelque part. Je me dis, mais entre maintenant la femme qui peut travailler sur le même domaine que moi, donc elle peut très bien me dire, même si elle ne le dit pas avec des mots, on le ressent, qu'elle est au même niveau que moi. Donc j'ai même plus de niveau où je me dis, ça y est, je suis un homme là. Donc, elle est sur mes plates-bandes là. Je dois aussi être un homme qui sait s'occuper de mes enfants. Je dois aussi savoir éduquer. Je dois être, attention, je dois être dure, mais pas trop parce que sinon je suis qualifiée de macho. Mais si je suis trop dure, attention, j'utilise ma force pour ce qu'il ne faut pas. Mais je dois pas être trop doux parce que sinon je suis une femmelette. Bon, enfin bref, donc du coup, là-dedans, il a du mal à s'y retrouver et on le comprend. Donc, quand on n'a pas de shalom à l'intérieur de notre famille, c'est destructeur, puisque la maison, c'est le seul endroit, en fait, où on doit pouvoir être libre. On doit pouvoir être libre d'être soi-même, d'être détendu, d'être bien. Parce que justement, à l'extérieur, on nous en demande tellement que, au moins, il y ait un endroit où je peux relâcher la pression. Maintenant, donc voilà, pour en revenir au conflit, c'est pour ça que, pour toutes ces raisons, il n'est pas utile, vraiment pas, et il est même destructeur de commencer à attaquer ou à surenchérir quelqu'un qui arrive et qui nous agresse. Évidemment qu'il n'a pas à nous agresser, mais dans un premier temps, pour baisser la tension, il va falloir justement répondre d'une façon détachée, arriver à être détaché et avoir une écoute active. Je comprends ce que tu me dis, j'entends bien tes paroles, je suis là, je t'écoute.
je comprends, on en parle tout à l'heure si tu veux bien, une fois qu'on sera plus calme. Ou s'il y a des enfants au milieu, regarde, les enfants sont là, on en parle dès qu'ils sont pas là. Ou si j'ai un rendez-vous là, on en parle après. Trouver, en fait, c'est pas une fuite, parce qu'une fuite, c'est à cause toujours tu m'intéresses, et puis, alors, il y a la réaction qui sort la personne de ses goûts, encore une fois, quand il est face, vous parlez par exemple à votre mari ou à votre femme, et puis il regarde le mur obstinément, regard fixe, et il ne bouge pas, il ne répond pas, il n'entend rien. Et puis il y a l'autre personne autour qui s'excite, qui crie, qui hurle, rien. Et ça l'énerve encore plus. Donc c'est pas la réaction à faire, on n'essaye pas, tout, ce qu'on doit se dire intérieurement, c'est je ne veux surtout pas que ça s'envenime. Que puis-je faire pour que ça ne s'envenime pas? Que puis-je faire? Je vais trouver des moyens. Donc déjà, je vais lui montrer que je suis là. Il ne s'adresse pas à un mur, il s'adresse à moi. Je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire, on est d'accord. Mais je ne vais pas l'attaquer, sinon on va s'attaquer mutuellement. Et ainsi de suite. Ça va nous permettre à nous aussi de supporter, on va dire, les coups, parce que ce sont des coups quand on nous parle mal ou quand on nous agresse, de la meilleure façon, mais savoir et toujours se rappeler que cette personne n'est pas étrangère à nous. Cette personne est celle qui vit avec nous et celle avec qui on voudrait continuer malgré tout, même si sur le coup il est insupportable et qu'il est coléreux et qu'on n'aime pas ça, mais on veut vivre avec lui ou elle. Donc on ne veut pas que ça continue. Voilà, donc la solution, alors ensuite, c'est de savoir aborder les choses, mais pour mieux les aborder, il va falloir se connaître soi-même. C'est un grand travail, oui, de se connaître parce que ça demande des efforts, mais on a besoin de le faire. En fait, je dirais même que presque notre mission ici sur la Terre, là, ce petit couloir où on est là au maximum 120 ans, c'est vraiment le moment que l'on a, et chaque minute est comptée, pour apprendre à savoir qui on est. En sachant qui on est, ça va aider l'autre à nous connaître. Et c'est pour ça que le conflit est important en réalité, parce que quand on ne va pas toujours être en accord, on va donner à l'occasion à l'autre personne de savoir sur qui il est tombé en fait. Et c'est pas grave si on sort du cadre de qui il croit que je suis. C'est-à-dire que quand on était dans cet état de fusion, comme je vous ai dit au début, on a cru que ça y est, il pense comme moi, je pense comme lui, on pense tout pareil. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué quand, avant le mariage, petite jeune fille, petit jeune homme, non, mais c'est-à-dire on me dit souvent, mais donne des cours avant qu'ils se marient, qu'ils sachent à quoi s'attendre. Mais on ne peut pas parler à quelqu'un qui va se marier, en général. Parce que justement, puisqu'il va se marier, eh ben, il est complètement sur un nuage. Ah non, mais moi, j'ai pas besoin de cours, il me comprend. J'ai juste besoin de parler, il comprend. D'ailleurs, par télépathie, j'ai même pas besoin de parler, en fait. Il me regarde, il sait qui je suis. Oui, malheureusement, à un moment donné, enfin malheureusement, heureusement, parce qu'en fait, à un moment donné, on va se réveiller de cette bulle, et puis là, on va dire « Ah, mais il me connaît pas !» Ben non, c'est ni ton père, ni ta mère. Bienvenue. Il va falloir que toi-même, en fait, tu saches qui tu es, pour lui montrer qui tu es, pour que lui-même sache te comprendre. Et s'il va falloir passer par des désaccords et des discussions qui durent 2 heures, et ben c'est pas grave. C'est ça qui va vous construire à tous les deux. Maintenant, il va falloir savoir comment parler. Alors déjà, en fait, ce que je dis toujours, c'est ce qui tue l'autre. Oui, parce qu'on peut se tuer l'un l'autre en pensant être vivant. Malheureusement, on peut se tuer intérieurement. Parce que justement, on ne veut pas déranger la pensée de l'autre, ou on a peur de le perdre, ou on a plusieurs traumatismes de notre passé qui nous envahissent encore aujourd'hui et qui nous empêchent d'exister et d'être véritablement. Mais on peut tuer l'autre en l'obligeant à penser comme nous. Et c'est là que c'est dangereux. Et donc, on a tous un caractère un peu, on va dire, très 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 différent et tout à fait unique. Mais il y a parfois des gens qui, si l'autre ne pense pas comme moi, alors il est différent, j'ai peur, donc je m'éloigne. En réalité, il faut que, justement, savoir se dire, il est différent et c'est ça qui va faire notre richesse. Je dois apprendre à faire de la place à l'autre. Le couple, c'est 2 personnes. Alors souvent, dans la Torah, on dit non, on va faire qu'un, on n'est que 2 de moitié de Neshama. Bon, d'accord, mais ça c'est au niveau kabbalistique. Mais au niveau, je ne sais pas comment je peux vous dire, psychologique, on va dire, si Déborah et David se marient, d'accord, c'est pas qu'ils vont se marier, ça va faire des beaux David. Non, ça va faire Déborah et David qui sont mariés. Ça veut dire qu'ils doivent rester entiers tous les 2, mais savoir juste se faire de la place. Et donc c'est très important, pourquoi ? Parce que dans la communication, on va le ressentir. S'il y en a un des 2 qui a envie de prendre toute la place, ça va se ressentir automatiquement. Il ne va pas forcément écouter l'autre, il ne va pas donner du respect à l'autre. Tandis que si
on a déjà cette conscience. Moi, j'ai ma façon de penser, il a la sienne. Je vais tendre une oreille et écouter ce qu'il a à me dire. Et ensuite, on va tous les deux, partager nos avis. Mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. J'ai conscience et il a conscience que tous les deux, on n'est pas forcément obligés d'être du même avis et ça ne met pas en péril notre couple. Alors, si ça se passe comme ça, déjà, on a fait un grand pas en avant parce qu'on est capable d'entendre l'autre. On a quand même fait un pas vers l'autre en lui donnant sa place dans notre entité à nous-mêmes. Et donc, on va être capable d'aborder tous les sujets à problème, de faire des compromis et ainsi de suite. Là où ça ne va pas justement, c'est quand il y en a un des deux, ou parfois même les deux, c'est encore pire, qui empêche l'autre de rentrer en lui quelque part. C'est-à-dire, je ne te tends pas l'oreille, ce que je dis est plus important que ce que tu me dis. Ou ce que je dis est plus logique que ce que tu dis. Ah, mais ça peut être très logique ce que tu dis de toute façon. On n'a pas dit que c'était pas logique. Il y en a qui me disent, non mais vous comprenez, elle me dit n'importe quoi, ça ne tient pas la route. Oui, mais ça tient pas la route, mais c'est sa pensée. Et comme tu es marié avec, tu es obligé de faire avec. C'est-à-dire que tu es obligé de prendre en compte ce qu'elle te dit et de comprendre même plus que ça, sa logique. Peut-être que oui, toi, tu as la logique, on va dire, internationale. Enfin, internationale dans le sens, c'est la logique de base que tout le monde pense. Très bien. Mais peut-être qu'elle a une autre logique. Il va falloir que tu t'imprègnes, toi aussi. Et vous allez construire une nouvelle logique, la logique du couple. À vous deux, vous allez construire quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va donner le couple. Parce qu'il y a, bien sûr, Déborah, j'ai dit Déborah-David, et il y a la relation que vous allez créer. Et on veut que cette relation, elle soit à double sens, on veut que les deux soient entendus et écoutés. Donc d'abord, dans un premier temps, quand on s'assoit et qu'on discute, on veut de l'empathie. C'est quoi l'empathie ? C'est je t'écoute et je me mets à ta place. Je suis capable que quand tu me dis, voilà, là, quand tu me dis ça ou quand je ressens ça, je suis capable, moi, de me dire, ah oui, effectivement, ça doit être difficile. Vous voyez, ces petites phrases, en un clin d'œil, ça c'est magique. Tout de suite, déjà, il a été capable de me dire, c'est difficile. Ah ben c'est donc qu'il me comprend. Ça, c'est de l'amour. En fait, dans un couple, on a besoin de sentir que l'autre nous aime. Mais c'est pas à nous dire, je t'aime toute la journée. Il y a des couples comme ça. D'ailleurs, j'ai pas mal de patients qui me disent, il me dit je t'aime toute la journée quand on se dispute et qu'il a senti qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment pas plu, ben il va m'appeler toute la journée, il va le soir m'envoyer un bouquet de fleurs, il va me faire plein de trucs et il comprend pas pourquoi moi je n'arrive pas à faire un sourire. Non, ça me sort pas. Mais moi je me dis bon après tout il a fait des efforts, mais pourquoi j'arrive pas à adhérer, à comprendre ? Parce que je me suis pas sentie entendue, je me suis pas sentie écoutée. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire je n'existe pas. Ça veut dire c'est je t'aime toute la journée, à quoi ils servent si tu n'as pas compris qui elle était, qui il était. Tout le couple, c'est ça, c'est de comprendre en face de qui je suis, avec qui je suis, qui il est, de s'intéresser sincèrement à l'autre. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas forcément à s'intéresser sincèrement à l'autre ? Pas parce qu'on est méchant et qu'on est égocentrique, et puis souvent j'entends ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes égocentriques, mais on n'est pas non plus tous égocentriques, bien qu'on a tous une part, évidemment, d'égocentrisme, il en faut pour exister. En réalité, on n'écoute pas l'autre parce que parfois on ne sait pas s'écouter soi-même. Parce que parfois on ne sait pas s'entendre soi-même. On ne sait pas qui on est. Donc, écouter l'autre, ça veut dire s'effacer complètement, ça nous perturbe complètement. On ne sait plus où est l'équilibre en fait. Et parfois, c'est une fuite par rapport à nous-mêmes. On va complètement se plonger dans l'autre. On va même presque devenir dépendant de l'autre parce que nous, on ne veut pas se regarder en face. On a trop peur, on ne sait pas comment s'aborder, et l'autre a l'air beaucoup plus sûr de lui, donc on va être totalement à son écoute peut-être, mais on s'est oublié dans l'histoire. Donc vous allez me dire, mais c'est pas possible, on n'en sort pas de tout ça. Il faut savoir écouter l'autre, il faut savoir m'écouter, j'en suis où ? Bah oui, c'est vrai, c'est un travail, mais en fait, le couple va bien quand les deux membres du couple vont bien. C'est logique, mais ça a l'air logique comme ça, mais c'est un travail d'y arriver. Maintenant, pour savoir s'écouter, ça veut dire que au moment où la personne, voilà, on va parler, voilà. Déjà, il va falloir nous-mêmes, peut-être, si on sent qu'on a ce souci-là, parce qu'on l'a pas tous, il y en a beaucoup qui savent très bien s'écouter, mais si on sent qu'on a nous-mêmes un problème à savoir s'écouter, il va falloir préparer ce qu'on a à dire à notre conjoint. Et oui, c'est pas si spontané comme Hollywood veut bien nous le vendre. Moi, je dirais plus, que c'est quand même des menteurs quelque part, parce qu'ils nous font croire que le mariage, c'est
mais non, c'est que du faste, c'est que du rêve, ça y est, on va être compris au quart de tour. Et pas du tout, pas du tout. Oui, il y a besoin de méthode, oui, il y a besoin d'outils, oui, il y a besoin de logique. Et on ne sait pas tout. C'est pas parce que l'autre ne comprend pas qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Pas du tout. C'est simplement qu'on ne sait pas écouter l'autre. Donc, on n'arrive pas dans une discussion qu'on sait qui va s'annoncer un petit peu houleuse ou que ça va être même un débat parce qu'on n'a pas les mêmes avis, sans préparation, exactement comme dans une société. Vous voulez absolument voir des bénéfices. Vous voulez que ça marche, vous voulez que ça fonctionne et vous n'allez pas forcément que investir au niveau financier. Vous allez aussi investir du temps, vous allez investir de l'énergie, vous allez investir aussi dans le marketing et puis savoir comment s'adresser à ses employés pour qu'ils soient le plus opérationnels possible. Savoir comment s'adresser à son associé si on en a un, on ne va pas lui dire tout ce qui nous passe par la tête, allez hop, ah bah non, c'est ton associé, il a mis la moitié des parts, tu ne vas pas aller lui dire tous les matins que tu es fatigué pour arriver au travail parce qu'il va commencer à paniquer, il va peut-être chercher un autre associé, il va chercher à te mettre de côté. On est d'accord? Et bien c'est pareil dans le couple. Ça va peut-être manquer de spontanéité au départ, mais après ça va devenir un automatisme et on pourra être spontané. Pourquoi? Parce qu'on saura en face de qui on est. Qu'est-ce qu'il apprécie, qu'est-ce qu'il apprécie pas? Qu'est-ce qui va le mettre de mauvaise humeur automatiquement et qu'est-ce qui va le mettre de bonne humeur? Donc j'ai envie de vivre dans la sérénité et la paix, donc je vais chercher à savoir ce qui lui fait plaisir. Il va chercher, évidemment c'est dans un double sens, lui aussi à chercher ce qui va me faire plaisir. Et donc on va vraiment créer une sérénité à deux. Mais si je lui dis tout ce qui me passe par la tête, sans réfléchir. Ah oui, on doit discuter, allez hop, 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 je lance tout ce que j'ai. Mais ça peut que déboucher sur quelque chose de très volcanique, je dirais même. D'accord? Donc là, il va falloir réfléchir. Même se dire, voilà, on se donne rendez-vous à 8h, une fois que tout le monde est couché, qu'on est tout seul dans le salon, qu'on a bien mangé. C'est mieux, ça c'est pas un conseil de psy, c'est un conseil de grand-mère. Grand-mère, elle me disait toujours, tu parles jamais à ton mari tant qu'il n'a pas bien mangé et qu'il ne s'est pas d'abord reposé. Et bien, je le fais, ça marche très bien. Alors, je vous le donne en tant que grand-mère psy. Il faut vraiment prendre un moment où on est déjà apaisé, parce que si on est déjà sous tension, où vous croyez que ça va mener? Exactement. Mettez-vous toujours dans la tête que vous êtes comme dans une société. Une société, et souvent chez nous, Baruch Hashem, les Juifs, on est très souvent patrons, donc vous me comprendrez très bien. Souvent, vous me dites, bon, je vais faire une réunion maintenant avec mes employés, d'accord? Je vais choisir une certaine heure, je vais pas leur dire, enfin, si, il y en a, remarqué, mais dire, allez, dans 1 heure réunion, ça y est, tout le monde est là. On sait qu'en général, quand on est trop autoritaire et qu'on en impose trop, ça va pas bien fonctionner. Quand on est à l'écoute d'ailleurs, c'est très nouveau et c'est très américain, mais ils ont tout compris. Les sociétés maintenant qui donnent le plus de bénéfices, c'est lesquelles? C'est les sociétés qui ont compris le mode de fonctionnement de chacun, qui donnent la valeur à chacun, alors il y en a même maintenant, ils leur font faire une petite sieste, ainsi de suite. Ah oui, non, ça va loin. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris que de valider la personne, ça veut dire valider son être, lui donner sa place, lui donner son existence, va donner beaucoup plus de résultats que d'imposer. C'est vrai que d'imposer, ça marche aussi après tout. Pendant des générations, le patron, c'était celui qui était autoritaire et ça devait fonctionner. Mais le stress que ça engendre, la tension intérieure, les problèmes ensuite, finalement maintenant ça ne marche plus. On est une génération, ça ne marche plus aussi parce que les plaisirs sont tellement à portée de main qu'il est trop facile de fuir ailleurs, donc ça ne fonctionne plus. On n'est plus, on va dire, construit pour cela. Alors c'est pareil pour en venir au couple, c'est pareil. On va prendre un moment où on est tous les deux apaisés. Même si on peut faire 1 heure de sport avant, on a déjà évacué notre colère, on a déjà évacué tous les sentiments négatifs. Ensuite, on ne va pas dire tu, genre je t'accuse, t'es celui qui est responsable de tous mes maux, mais on va dire je me sens comme ci ou comme ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on commence à dire tu, l'autre se sent agressé. Et quand l'autre se sent agressé, il va plus réagir de façon normale, genre j'essaye de te comprendre, il va réagir en je me protège, défense. On m'attaque, je mets ma défense. C'est logique en réalité. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? La guerre est commencée. C'est pour ça qu'on va tout faire pour montrer que je ne suis pas en guerre avec toi, je te respecte et même je t'aime. Mais telle chose, quand il se passe telle chose, je me sens frustrée, je me sens pas aimée, je me sens pas respectée, je me sens pas exister, et ainsi de suite. La liste est encore longue puisqu'il y a évidemment différents cas. Mais toujours dire je. On commence par nous et on montre bien qu'on est responsable de nos sentiments aussi. C'est pas je me sens comme ça parce que toi parce que finalement on arrive au même résultat. Je me sens comme ça,
peut-être parce que moi-même, il y a certaines choses que je ne tolère pas. Il n'empêche que tu dois les prendre en compte, puisqu'on est mariés. On n'est pas deux célibataires, on est deux personnes qui font notre vie ensemble et qui veulent construire ensemble. Donc on doit se respecter mutuellement. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi, quand on se respecte vraiment mutuellement et qu'on donne que chacun a vraiment pris sa place d'homme et de femme, c'est là que la bracha elle descend. Parce que la bracha elle est là, elle veut, c'est-à-dire Hachem il veut toujours nous donner de l'amour, de la bracha, de tout ce qu'on veut. Il veut, nous on est là, mais je t'en prie, donne-moi ça et donne-moi la parnassa et donne-moi. Mais il veut, il te dit, mais je veux te donner, mais si tu bouches les tuyaux, comment tu veux que je fasse? Je peux rien faire moi. Prends ta place, sois, existe. Et là, je t'enverrai tout ce que tu as besoin. Enfin, c'est-à-dire, c'est là, le tuyau, imaginez, voilà, un seau, il descend, et puis nous, il y a un tuyau là, puis le tuyau, il est bouché. Ah, débouche le tuyau, et puis tu verras, tout descendra. Mais pour ça, encore une fois, il faut être conscient que le tuyau est bouché. C'est-à-dire que parfois, on croit que tout va bien chez nous, c'est lui le problème, c'est lui le problème, c'est lui le problème. C'est pas forcément lui le problème. Le problème, il est peut-être au fond de toi, et peut-être qu'il te fait peur, et que tu sais pas comment l'aborder, et donc, tu vas te disputer. Parce que la dispute, faut pas oublier aussi une chose importante, c'est que parfois, c'est une fuite. C'est-à-dire qu'on préfère se disputer pour pas avoir à se regarder, pour pas avoir à se dire, je suis peut-être pas à la hauteur sur ça, ou il a peut-être quelque part raison de m'en vouloir. Moi aussi, dans cette situation, je ne sais pas si j'aurais fait face, je ne sais pas si j'aurais accepté tellement de choses, je ne sais pas... Mais on ne veut pas se le dire, ça. Donc, on préfère dire toi, tu es, toi, tu es, toi, tu es, toi, tu es. Donc, déjà, quand on va dire je, on s'est fait un travail intérieur, en fait. Parce qu'on s'est regardé en face. Et l'autre le ressent. Ah, il est capable de se regarder en face, donc il ne m'attaque pas. Donc, déjà, 1, je ne me sens pas attaquée. 2, je sens qu'il est responsable, il prend vraiment sa place, il prend conscience de qui il est. Et ce n'est pas pour me faire du mal, il me parle de ses émotions. Donc, ça, on ne peut pas contredire un ressenti. C'est ce qu'il ressent. Et ensuite... on peut commencer à dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Par exemple, pour les problèmes d'éducation, souvent, il arrive qu'on ne soit pas d'accord tous les deux sur les problèmes d'éducation. Donc, voilà ma position sur ça. Je pense que quand tu te comportes comme ça, l'enfant ressent ça. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je ne voudrais pas que ça sorte comme ça. Et donc, l'autre peut dire, logiquement, ce qu'il ressent ou ce qu'il pense, ou il a réagi comme ça, parce que, voilà, j'ai réagi comme ça ou comme ça. Et on lui donne aussi le choix, enfin, la possibilité de peut-être s'excuser, parfois. Vous savez, des fois, on me dit « Ouais, mais s'excuse pas, et moi, j'ai besoin d'entendre ça. » Et... oui, mais est-ce qu'il a senti qu'on n'allait pas l'écraser s'il s'excusait? Parfois, on ne veut pas s'excuser parce qu'on sent que si je m'excuse, eh ben, on va tout de suite me dire « Tu vois, j'avais raison. » Voilà. Donc, pour ne pas entendre ce « Tu vois, j'avais raison », qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire « Non, j'ai raison. » Et je m'obstine à dire que j'ai raison. Alors qu'au fond, tout au fond, je sais bien que j'ai tort, mais je ne veux pas perdre la face. Pour personne, c'est agréable de perdre la face. Donc, en fait, donner la possibilité à l'autre, en fait, donner cette sensation à l'autre que je ne vais pas le juger. Je ne suis pas à sa place et sa partie, je lui laisse. Je m'occupe que de ma partie. Moi, par exemple, je suis une femme, je m'occupe de ma partie femme. Il est un homme, il s'occupera de sa partie homme. Je ne vais pas aller sur ses plates-bandes, il ne va pas aller sur les miennes. C'est ça le respect. Et savoir que d'être différent, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de méchant. C'est au contraire quelque chose de constructeur. Ensemble, on va comprendre qui on est tous les deux et qu'est-ce qu'on peut faire de nous deux. Maintenant, là, je vous ai parlé du conflit, donc on va dire quotidien, ce qui peut se passer au quotidien. Mais il y a aussi le conflit qu'on pourrait plus appeler la crise du couple. C'est-à-dire que c'est une crise qui va générer ou une séparation, ou au contraire, un tremplin pour rebondir et se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on a passé jusqu'à maintenant, on est peut-être passé à côté et maintenant, on arrive à quelque chose, on touche vraiment le couple. Alors, quand je vous parle de la crise du couple, ça peut être un moment où justement, pendant des années, il y en a un des deux qui n'a pas pris sa place, qui a pris sur lui, qui a accumulé, ou alors tout simplement qui a laissé l'autre prendre les décisions parce que lui avait peur de les prendre, que jusqu'à très longtemps, il n'avait pas conscience de qui il est, et même s'il avait conscience, il avait peur, il paniquait à l'idée de prendre ses décisions, donc il s'est réfugié, on va dire, sous l'épaule, il s'est caché derrière lui. Puis un jour, il se dit, non mais attends, j'existe moi aussi, oh, je suis là, je veux prendre ma place. Bon, très bien, mais il y a un problème puisque l'autre, il a pris toute la place, mais pas parce qu'il est méchant et qu'il a voulu, parce qu'aussi tu lui as donné toute la place. Ça t'arrangeait bien de te cacher derrière lui, tu avais tellement peur de vivre ta vie que tu as préféré que lui la prenne. Bon. Et donc là, ça va faire, évidemment, du bruit, parce que
Là, d'un coup, la personne se réveille et se dit « mais je veux exister, mais j'existe, mais pourquoi je me suis toujours étouffée, mais je ne comprends pas ». Alors, il y a plusieurs réactions possibles encore. Je peux l'accuser de tous les maux, dire que c'est de sa faute, ou je peux réaliser qu'en fait, c'est moi qui préférais me cacher derrière parce que j'avais trop peur de vivre ma vie, que maintenant, je suis prête à prendre mes responsabilités, je veux les vivre, mais je ne sais pas comment y prendre, puisque pendant des années et des années, c'est lui qui la prenait. Et du coup, comment on fait dans une crise de couple? Alors déjà, il faut comprendre que parfois on est dedans, on est dans l'histoire et on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et c'est pas c'est pas se rabaisser que d'aller se faire aider. Exactement comme il y a des médecins, quand on a Chas v'Shalom quelque chose dans le corps, on va le voir parce qu'on sait qu'on n'a pas étudié pour résoudre les problèmes du corps. Et ben il y en a d'autres qui ont étudié pour résoudre les problèmes de l'âme. En tout cas, ils ont des outils, des méthodes pour nous aider à voir mieux les choses. Et aussi, quand on est dans la situation, on est complètement enfoui dedans. Donc, on n'arrive pas. Ça veut dire que on est impliqué émotionnellement. Et même si nous, de base, on sait aider tout le monde, ben là, c'est nous qui sommes touchés. Donc, c'est très différent. On peut pas donner les mêmes, les mêmes directives ou avoir le même comportement pour nous-mêmes, puisqu'on est dedans. Donc, on a mal, on réagit en fonction de notre mal, on ne sait pas se raisonner, on lui en veut. Enfin, il y a énormément de sentiments. Et une autre chose, il y a aussi notre passé. Notre passé, ça peut être notre enfance, notre vécu d'avant le mariage qui ressurgit dans le mariage. C'est-à-dire qu'au cours d'un conflit, souvent on va se dire « mais pourquoi à chaque fois qu'il va toucher à ce sujet, je ne peux plus supporter ?» Ça veut dire j'arrive à me faire du travail sur moi-même, sur plein de sujets, mais quand il s'agit de ce sujet, je perds totalement pied. J'arrive pas à supporter. Ben certainement qu'en réalité, c'est une émotion qui rappelle quelque chose de son passé, quelque chose de pas résolu. Et donc, on a besoin d'aide pour nous-mêmes nous comprendre. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut savoir se comprendre pour avancer avec l'autre. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, il faut savoir se dire, voilà, il y avait justement un couple que j'ai eu, la femme, donc évidemment, s'ils viennent, c'est que pas tout va bien, et elle se sentait, lui, la voyait comme jamais satisfaite, de très mauvaise humeur, et elle disait, mais non, mais moi j'ai juste besoin qu'il m'entoure d'affection, et je trouve qu'il m'en donne pas assez, et lui, il disait, mais j'ai l'impression de faire que ça. Mais bizarrement, c'est jamais, merci beaucoup, c'est jamais suffisant. Donc comment, je sais plus quoi faire, ça nous rend fous tous les deux, quoi, c'est-à-dire, et en fait, simplement, cette femme, par exemple, pour vous prendre un petit exemple, il y avait beaucoup de travail, bien sûr, mais ce petit exemple que le soir, en fait, quand son père rentrait à la maison, quand il disait pas un mot, ça voulait dire qu'il allait être violent. Elle avait eu un père violent, et quand il disait pas un mot, ça voulait dire que ça allait barder. Donc elle, quand il rentrait du travail, son mari, en fait, on a des mécanismes automatiques chez nous. Quand lui rentrait du travail, et qu'il disait pas un mot, eh ben elle était prise de panique. Et elle réclamait de lui qu'il la serre dans ses bras. En fait, elle lui disait à chaque fois que tu rentres, je veux que tu me serres dans les bras. Enfin, même ça, elle a mis du temps avant de se rendre compte qu'elle avait besoin qu'il la serre dans les bras. Elle se sentait angoissée à chaque fois qu'il allait rentrer, elle ne savait pas pourquoi. Donc elle lui attribuait tous les mots. C'est parce que t'es nerveux, c'est parce que... Alors qu'il n'était pas forcément plus nerveux que la moyenne, mais elle avait un passif derrière. Et du coup, pourquoi elle ressentait ce besoin qu'il la serre dans les bras à chaque fois qu'il rentre? Parce que c'est ces douleurs de l'enfance qui remontaient à la surface. Et une fois qu'on a pu comprendre ça sur son passé, alors lui, il voyait plus la femme jamais satisfaite et de mauvaise humeur, il voyait l'enfant blessé. Il voyait l'enfant qui avait souffert, donc il était beaucoup plus à même de la prendre dans ses bras et de l'apaiser. Et même plus, il avait de la peine puisqu'il l'aimait, donc il le faisait de cœur joie, on va dire. Mais ça, on est capable de le faire quand on a pu vérifier notre passé, on va dire. On n'a pas été éduqués psychologues, on ne sait pas tous ce qui s'est passé dans notre passé, comment l'analyser, qu'est-ce qu'il y a eu. Ça peut, quoique parfois, quand on a des outils, on sait le faire, mais pas toujours. Et puis l'autre a besoin d'entendre parfois quelqu'un d'extérieur qui nous le dise. Parce que des fois, il se dit « Ah, mais elle fabule, c'est quoi ces histoires, le truc du passé ?» Vous voyez ? Tandis que quand c'est quelqu'un d'extérieur, « Ah, bon, peut-être, alors je peux mieux comprendre et puis mieux accepter, mieux recevoir. » Elle ne cherche pas à me faire du mal intentionnellement, en fait. Elle-même, elle a énormément souffert. Et donc, en fait, il faut savoir aussi une chose, c'est que quand on se marie ou quand on rentre dans une relation, souvent, on s'est attaché à l'autre parce qu'il nous rappelait inconsciemment, il nous rappelait notre père, notre mère, notre façon de voir l'amour. En fait, elle a été conditionnée par ce qu'on a vu quand on était enfant. Et
tous ces symboles, c'est-à-dire de l'amour, est-ce que le couple de nos parents est un couple construit? Est-ce qu'ils s'aimaient fort? Est-ce que moi-même, quand j'ai été enfant, on m'a beaucoup aimé, mais est-ce qu'on m'a beaucoup critiqué en parallèle? Donc l'image que je vais avoir de l'amour, en fait, va conditionner la relation que je vais avoir plus tard. Et en fait, inconsciemment, on espère, à travers notre conjoint, réparer nos maux du passé. Mais on n'en a pas conscience. Mais quand on est en couple, après, on peut être déçu. Et on est très, très déçu profondément. Pourquoi? Parce que c'est nos blessures du passé qui sont remontées à la surface, qui n'ont pas été réparées. Donc on a 2 fois plus mal. On a mal pour cette relation, mais on a mal pour les relations antérieures qui nous ont déjà blessés et qui demandaient juste une chose, être réparées. Mais on ne sait pas toujours comment les réparer, et c'est normal, parce qu'on n'a même pas conscience de la blessure où elle a été présente. Exactement comme on va voir un chirurgien qui voit à l'intérieur avec les radios, tout ça, il nous dit « Oui, alors là, dans le genou, ça a été touché au ligament, au truc, donc il va savoir où recoudre. » Mais nous, on sait qu'on a eu mal. On sait. J'en ai beaucoup qui me disent, voilà, dans mon enfance, j'ai été critiquée, j'ai pas été, mais je me suis pas sentie aimée parce que, en réalité, les parents souvent ont donné de l'amour, mais ils l'ont pas donné ou transmis de la meilleure façon, ou l'enfant n'a pas su le recevoir, et ainsi de suite. Donc, j'ai été aimée, mais je ne sais pas, je le ressens pas, et je me suis pas sentie aimée, je me suis sentie critiquée, je me sens jamais à la hauteur. Ah, tu te sens jamais à la hauteur. Donc, dans ton couple, tu vas aussi jamais te sentir à la hauteur. Tu vas toujours te sentir mis à l'épreuve. Donc, tout de suite, quand on va t'attaquer, tout de suite, tu vas sentir 3 fois plus en danger et tu vas réagir beaucoup plus. Et c'est pour ça que c'est important de savoir écouter l'autre dans son ensemble, mais écouter aussi sa douleur à l'intérieur. Le conjoint, en réalité, il ne s'adresse pas seulement à moi. En réalité, en moi, il va voir beaucoup plus. Il va voir mon père, ma mère, tout ce qui s'est fait d'image de l'amour, en fait. Et moi, je vais représenter un peu entre guillemets, c'est presque un sauveur, en fait, le conjoint. C'est-à-dire que quand je vais me marier, je vais me dire, celui-là, il va m'aider à réparer mes blessures. Alors, s'il les répare, bon, tant mieux, mais s'il les répare pas, eh ben, je suis déçue, je peux plus le voir, je lui en veux. Mais le problème, le risque, c'est que même quand on va essayer de retrouver quelqu'un d'autre, on va revenir automatiquement dans le même schéma, puisque c'est le schéma dans lequel nous avons été conditionnés depuis l'enfance. C'est pour ça qu'il est important de comprendre notre schéma, de comprendre notre modèle relationnel pour pouvoir le réparer et avancer vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de positif. Et c'est le but, en réalité, d'une thérapie conjugale, évidemment, mais de comprendre aussi que notre couple, c'est parfois un terrain où il ne se passe pas que notre relation. Il y a beaucoup de relations qui vont interférer. Et c'est important justement de savoir les équilibrer, de savoir les réparer, de savoir les dénouer pour mieux se sentir avec notre femme, notre mari, et comprendre que c'est pas lui l'auteur de tous les maux, c'est pas lui celui qui nous veut du mal, pas du tout. C'est simplement qu'on a un schéma qui est en cause, qu'on doit apprendre à réparer pour mieux se sentir dans notre vie conjugale, dans notre vie de couple. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais même pas combien de temps j'ai parlé. Oui. Vous avez des questions? Non? Non, c'est surtout sur l'enfance. Il faut se connaître et se mémoriser. Ouais. Et essayer, même si on ne se rappelle pas de tous les détails, c'est pas important, mais savoir qu'est-ce qui nous a fait mal, où ça nous a atteint. Vous voyez? Où était la douleur? Parce que là, par exemple, l'histoire du retard. Si je suis quelqu'un qui a un retard d'une demi-heure, on va tous avoir un comportement différent face à un retard. Il y en a un, là, tout de suite, il va aller se faire des films. Et tout de suite, il y en a un autre, il va dire, ça va, il a le droit. Je sais que quand il est au travail, il tarde. Il y en a un autre qui dit, ah non, il ne me respecte pas, je lui ai dit qu'on avait rendez-vous. Et en réalité, on s'aperçoit que finalement, on ne s'est pas toujours senti respecté dans notre passé et que le retard impliquait beaucoup de choses. Bon, alors pour pousser loin le bouchon, pour aller même à la caricature, on va dire, parfois, il arrive que... j'avais une passion comme ça d'ailleurs, c'est même pas caricatural, c'est que malheureusement, une fois dans son passé, voilà, il y avait son père qui était en retard et en fait, il s'est trouvé qu'il avait eu un accident. Et personne s'est inquiété parce que tout le monde était détendu, enfin, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un accident évidemment. Du coup, maintenant, dès que quelqu'un était en retard, elle paniquait. Mais elle n'avait jamais fait le lien parce qu'elle s'était... À ce moment-là, elle n'avait pas associé ça au retard. Mais elle avait mal vécu l'accident de son père. Finalement, c'est le retard, à chaque fois que quelqu'un était en retard dans la maison, c'était l'apocalypse.
ça voulait dire, bah c'est fini, c'est terminé, voilà. Et voilà. Et oui, je voulais vous dire aussi une chose, là, je viens d'en rappeler, en parlant d'Apocalypse, il y a une chose qu'on appelle aussi les chevaliers de l'Apocalypse. C'est ce qu'on, dans la relation de couple, il y a 4 éléments que si on les invite, on va dire, dans notre dispute, on peut être sûr qu'on arrive droit au mur. C'est la critique, évidemment, c'est-à-dire que tout de suite, on ne va pas forcément être agressif, mais on va critiquer. Ah oui, bah t'as fait que ça comme ça parce que tu sais pas faire. Ça doit pas être fait comme ça. Ah bah ça doit... Alors là, de dire évidemment que l'autre personne, elle se sent attaquée dans son identité, donc tout de suite, elle va réagir et ça va aller de mal en pis. Il y a le mépris. Ah oui, t'as fait ça comme ça m'étonne pas. Avec le regard, vous savez que il y a le dialogue conscient, mais tout ce qui se passe inconsciemment pendant qu'on parle, la gestuelle, la façon de s'exprimer, le regard, enfin, en réalité, on dit qu'on parle même plus inconsciemment que consciemment. Donc, l'autre se sent complètement rejeté et complètement brimé. Et il y a... alors, attendez, je vous ai dit la critique. Je les ai oubliés du coup. Voilà, l'attitude défensive, donc ça on en a parlé. C'est-à-dire que tout de suite, je vais attaquer parce que je me suis sentie attaquée. Et la fuite, comme on a dit, j'ai préféré m'enfermer en moi-même parce que c'est beaucoup trop douloureux pour moi d'entendre qu'on m'attaque. Je ne peux pas supporter, je n'ai pas la capacité, donc je me coupe émotionnellement. Mais en fait... Comment on fait avec ça? Alors, comment on fait quand la personne d'en face ou quand nous... Quand la personne d'en face... Alors, il faut comprendre que cette personne est quelque part à un souci, à régler avec ça. C'est-à-dire qu'elle est fragile. Donc, il faut y aller tout en douceur. Il faut la rassurer. C'est quelqu'un qui a besoin... C'est un peu, voilà, imaginez-vous, ça je le dis tout le temps en consultation, donc il y en a qui vont rigoler là, à la caméra, un petit lapin qui est dans un champ, d'accord? Et vous voulez l'amener vers vous. D'accord, vous le trouvez mignon, vous voulez le prendre pour chez vous. D'accord. Maintenant, ce petit lapin, pour lui, il voit un humain, c'est un danger. Les humains l'ont déjà tapé, donc c'est très dangereux. Comment vous allez faire? Vous allez l'apprivoiser. D'abord, vous lui montrez la carotte, vous la posez à côté de vous, vous attendez, vous faites rien. Et ainsi de suite jusqu'à qu'il arrive. Je sais, c'est un travail long, mais pourquoi? Parce que ce petit lapin, il a un passif. Il a déjà vu les humains le taper. Donc, vous arrivez après les humains mauvais, on va dire, pour lui. Donc, il va falloir l'apprivoiser vers vous et lui montrer que vous, non, vous n'êtes pas dangereuse, vous ne lui voulez pas du mal. Mais si vous vous mettez à crier, imaginez maintenant, vous courez après le petit lapin. Qu'est-ce qu'il fait? Il court 3 fois plus vite. Vous voyez? Donc vous le faites fuir et vous vous dites, mais je vais jamais m'en sortir, je vais jamais l'attraper. Ah bah non, comme ça, tu vas jamais l'attraper. Mais si tu comprends son mode de fonctionnement, tu comprends que lui-même a été brimé, tu comprends que lui-même a été tapé, bah alors tu vas même toi avoir de la peine et tu vas doucement y aller en douceur, lui montrer que tu es inoffensive. Vous voyez? Voilà. Ce mode de fonctionnement fonctionne aussi bien en couple qu'entre amis, entre tout à fait, tout à fait, oui, tout à fait. Ce comportement pareil. Ah, complètement. En fait, le conflit a de l'impact dans le couple, évidemment, mais dans les relations familiales et même entre collègues, au travail professionnel, on a exactement le même mode de fonctionnement. On va avoir les 4... voilà, les chevaliers de l'Apocalypse, là, ça va être les mêmes, critique, mépris, voilà, au travail, si on se fait critiquer, mépriser, ainsi de suite, ça va mal se passer. Si on nous fuit, ça va mal se passer. Vous voyez, donc c'est toujours les mêmes mécanismes en réalité, mais dans le couple, ça va prendre un impact supérieur puisque c'est la personne la plus proche de nous et qui vit notre quotidien avec nous. Voilà. Au niveau du travail sur soi, on dit toujours, on dit souvent, on entend souvent, si toi tu te connais, si toi tu changes, l'autre elle change. Marron. Mais si l'autre n'est pas du tout pour changer, pas forcément changer, mais justement chercher à se connaître et chercher à justement tout ce qui est psychologie, oui. et tout ça est un monde complètement à part et complètement erroné. Ça, souvent dans le couple, c'est très féminin plutôt que masculin. Oui, c'est vrai. Les femmes cherchent toujours à comprendre, à aller plus loin, parce que ça, c'est notre intuition, ça. Voilà. Non, c'est-à-dire, c'est aussi notre... Ouais. Comment on fait? Alors déjà, il faut savoir une chose. Quand nous, on prend notre place vraiment de femme, là, parce que là, on parle aux femmes. Quand on prend notre place de femme et qu'on est vraiment sûr de nous et qu'on ne fait pas cas, c'est-à-dire que voilà, moi, je suis une femme, j'ai tel besoin. Tu te débrouilles comme tu veux.
D'accord? C'est-à-dire, toi, en tant qu'homme, t'es pas psy, tu veux pas t'occuper de te connaître, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tant que femme, voilà ce qu'il faut. Si c'est pas comme ça, ben moi, j'accepte pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ne pas légitimer l'autre, on pourra pas le changer. Mais nous, quand on dit, mais quand tu changeras, ça changera l'autre, parce qu'il verra bien qu'il a une autre personne en face de lui. C'est-à-dire, il n'a pas une personne qui va tout accepter parce que lui, parce qu'elle autorise tout. Non, en tant que femme, j'ai mon respect, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je n'accepterai pas telle chose. L'autre, il va être bien obligé de se retrancher en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Non, allez-y. Si, je vois, mais C'est pas évident, mais ça veut dire que nous, dans l'un des deux parties, si l'un est éloigné, on va dire, de la relation de couple ou de ce qu'il faut changer ou d'être à l'écoute de l'autre, alors nous, en tout cas, on doit savoir être à notre écoute. Et quand nous, on est suffisamment sûrs de nous et clairs avec nous-mêmes, assurés, l'autre personne, elle n'a pas où aller en fait. Elle peut pas se permettre tout ce qu'elle veut, parce que moi, je suis suffisamment sûre de moi pour savoir que je ne mérite pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans le ton, ça se traduit. Vous voyez, quand quelqu'un n'est pas vraiment sûr de lui, enfin, il n'a pas vraiment pris conscience de qui il est, mais il croit, il va dire « Non, mais tu comprends, quand tu me parles comme ça, je me sens pas à l'aise, ça inspire pas... Non, mais je ne permets pas que tu me parles comme ça. » Ou alors, tout simplement, qui tu parles? C'est à moi. Vous voyez le rapport, le ton, l'assurance. C'est-à-dire que des fois, un mot, mais la façon dont il va être prononcé ne va pas inspirer la même chose à l'autre. Mais déjà, pour arriver à ce stade, c'est un travail. Parce que l'autre, bon, déjà, quand ça fait plusieurs années de mariage, ben, ça s'imprègne en nous et on a comme une peur comme ça. Et puis ensuite, on a un automatisme de comportement, un automatisme de pensée. Donc même si maintenant on a changé un peu notre pensée, notre comportement est différent. Donc quand on va se retrouver dans le conflit, on va avoir peur de réagir autrement. On se dit mais il va se passer quelque chose. En fait, il va rien se passer. Mais peut-être que quand on était justement enfant, quand on commençait à hausser la voix, hop, on s'en prenait une. Donc maintenant, inconsciemment, on n'ose même pas élever le ton ou même pas dire quelque chose parce qu'on va s'en prendre une. Inconsciemment, en fait, il n'y a rien qui va se passer. Ça me fait penser à... il y a eu une expérience de fête sur des petites souris où il disait que il donnait à manger à une souris, mais il la tapait d'abord. Et oui, pour voir en fait la réaction. C'est-à-dire qu'il la tapait et après elle mangeait. Alors à un moment donné, elle arrêtait de manger de peur de se faire taper. Après, on lui a fait la même expérience. En lui donnant à manger, mais elle n'osait pas s'approcher parce qu'elle disait toujours qu'elle avait un moment de recul, c'est-à-dire elle avançait, elle se disait je vais me faire taper, donc elle reculait, donc elle allait pas manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil, c'est-à-dire que si on a pris le pli de ne pas se faire respecter, le jour où on va vouloir se faire respecter, il va falloir encore plus de force intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il va falloir encore plus. Il va falloir de la force intérieure pour en fait réparer qui on était quelque part. Mais l'autre le comprend très vite. À partir du moment où on prend sa place, il va être obligé de faire un pas en arrière, on va dire, s'il en a trop pris jusqu'à présent, de lui-même. Donc ça se fait automatiquement, même si lui, il ne connaît pas la psychologie et le domaine relationnel, ça ne va pas forcément se faire comme on aurait voulu, que tous les deux comprennent, voilà, d'un commun accord. Malheureusement, ça ne se fera pas par la méthode douce, mais ça se fera quand même. Elle était le jardin de son âme, il était la lumière de ses yeux. Et miracle des miracles, ni le temps ni les obstacles n'ont éteint leur feu.